Vous écoutez France Culture. Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous, bienvenue dans Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Suite ce jeudi d'une semaine sur la psychanalyse dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine d'hommage à la psychanalyse, c'est-à-dire également de critique. Car la psychanalyse n'est ni un dogme, ni une science, ni une religion, malgré ses turiféraires, ses détracteurs, ses gardiens du temple, et les messieurs Homais qui lui font à tort le grief de frayer avec le mensonge. Après Gérard Hubert, Izzy Bellair et Elisabeth Roudinesco, c'est un dissident de la psychanalyse, comme de la religion d'ailleurs, un esprit singulier à tous égards et amoureux de l'humour, que les Nouveaux Chemins de la Connaissance accueillent aujourd'hui avec bonheur, François Roustan. L'animal qui me ronge, moi, de l'intérieur, c'est un renard. Mon renard de l'histoire du petit Spartiate qu'on étudiait en cours de latin. Le petit Spartiate avait volé un renard qu'il gardait caché sous sa tunique. Devant l'assemblée des anciens, le renard s'est mis à lui mordre le ventre. Le petit Spartiate, plutôt que de le libérer et se faisant d'avouer son larcin, s'est laissé dévorer les entrailles jusqu'à ce que mort s'ensuive, sans broncher. Un jour, je l'ai raconté à Étienne, je suis allé voir le vieux psychanalyste François Roustan. Je lui ai parlé du renard que j'avais encore l'espoir de chasser en découvrant comment et pourquoi, vers la fin de mon enfance, il s'était logé là, sous mon sternum, pour comprimer et ronger mon plexus solaire. Roustan a haussé les épaules. Il ne croyait plus aux explications, ni d'ailleurs à la psychanalyse, seulement à la justesse des gestes. Il a dit « Laissez-le sortir. Laissez-le se mettre en boule, là, sur ce canapé. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez, il est là. Il se tient tranquille. Et quand je suis parti, en me serrant la main, vous pouvez me le laisser, si vous voulez, je vous le garde. » J'ai cru que cela marcherait un moment. Je ne suis pas retourné chercher le renard. Il est revenu de lui-même. Aujourd'hui, il me laisse en paix. Soit qu'il dorme, soit qu'il ait, comme je l'espère, quitté la place pour de bon. Mais à l'époque de mes entretiens avec Étienne, il y a 3 ans, il était encore là. Il me faisait souffrir. Et il m'aidait à l'écouter. I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you. And so I'm through with love. I've locked my heart. I'll keep my feelings there. I have stocked my heart. Bonjour François Roustan. Bonjour, Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est une joie de vous accueillir après vous avoir lu, ce qui n'était pas mon cas il y a quelques jours de cela. Je vous ai lu pour les besoins de cette émission et je dois dire tout de suite, d'emblée, que c'était un vrai plaisir de découvrir vos textes, les plus anciens comme les plus récents. On va en parler dans cette émission. Avant cela, on va partir d'un texte qu'on vient d'entendre, lu par Georges Claes, un texte qui parle de vous, qui est un texte d'Emmanuel Carrère, extrait d'un très bon livre qui s'appelle « D'autres vies que la mienne » et dans lequel donc Carrère raconte une visite chez vous, une visite dans l'intention de se débarrasser du renard qu'il a donc sous le sternum et qui, alors, renard qu'on pourrait, si j'ose dire, chasser par un traitement qui s'en prendrait à l'étiologie finalement, à la cause de la présence du renard sous son sternum. Or, il semble bien que vous, qui, à cet instant, avez renoncé à la psychanalyse, ne lui proposez pas cela, mais au contraire, vous vous contentez de lui dire, en somme, que le renard est parti et qu'il n'a qu'à le laisser là. Carrère dit ceci, vous ne croyez plus à la psychanalyse, seulement à la justesse des gestes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça serait une longue explication, mais si je vais être très simple... On a du temps, allez-y. D'accord. D'abord, c'est une très belle histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais qu'il me l'attribue, c'est tout à fait charmant.
c'est vrai que... Elle est plausible, en tout cas. Elle est plausible. Vous pourriez répondre ça à quelqu'un qui vient vous voir avec un renard sous le sternum. Oui, mais il y a certainement un contexte, mais on peut peut-être laisser ça de côté maintenant. Au fond, qu'est-ce que c'est pour moi que l'hypnose? L'hypnose, c'est tout simplement, pour moi, le fait, enfin, parce que c'est tous les jours, enfin, de se mettre là où on est et au fond, de se débarrasser des illusions du moi, de croire qu'on peut être maître de sa vie et que ça suffit de s'installer là où on est. Je pense à une phrase de Wittgenstein qui me revient souvent à l'esprit. Quand vous avez un problème, arrêtez de réfléchir. Il ajoute, pensez là où vous pouvez vous asseoir confortablement et attendez. Les grands problèmes se résolvent d'eux-mêmes. C'est quelque chose comme ça, pour moi, l'hypnose. Une façon, finalement, non pas de répondre aux questions, mais de les dissoudre. Exactement. Et de les laisser, plus exactement encore, de les laisser se dissoudre dans l'existence d'une personne. C'est-à-dire dans tous les paramètres qui constituent une personne. Il n'y a pas à essayer de comprendre quelque chose, il y a à essayer de resituer les problèmes. Les problèmes, c'était Hegel d'ailleurs qui disait ça. Un symptôme, c'est quelque chose qui s'est isolé dans l'organisme. Eh bien, ce que nous avons à faire, c'est de laisser ce symptôme, de laisser ce mal-être, de laisser cette hantise ou cette souffrance se dissoudre dans notre existence. Et si nous sommes suffisamment souples et ouverts pour que ce mal-être se situe de nouveau comme il faut, il n'y aura plus de problème. Alors effectivement, vous êtes passé, disons-le pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, François Roustan, il y en a, vous êtes passé de la psychanalyse à l'hypnose, après être passé d'ailleurs de l'église à la psychanalyse. Mais on va s'intéresser à ce second passage, le passage de la psychanalyse à l'hypnose. Je pourrais vous dire un mot du premier, ça ne me fait aucun problème, parce que c'est l'enjeu pour moi de la psychanalyse. Est-ce que vous diriez que c'est la même chose, en somme que c'est d'une certaine façon le même geste que vous avez accompli à 20 ans d'intervalle, celui qui vous a fait passer des jésuites à la psychanalyse, donc d'un jésuitisme d'une certaine façon à un autre jésuitisme, et le geste qui vous avait passé de la psychanalyse à l'hypnose? Pas tout à fait, évidemment, parce que le contexte est très différent. Mais le premier, je pourrais le résumer de la façon suivante, la psychanalyse, pour moi, a été la libération de forces vives. C'est-à-dire une explosion des croyances et de toutes les superstructures qui pouvaient s'imposer à moi. C'était un exercice de vitalité pour moi, la psychanalyse. Pas du tout un exercice de compréhension. Donc déjà, j'étais orienté. Et surtout, j'étais orienté d'une seconde façon, c'est que la psychanalyse m'avait été extrêmement profitable. Ça avait bouleversé mon existence. Même si ça l'avait bouleversé, ça l'avait changé et ça m'avait libéré. Donc, je n'ai jamais pu oublier ça. Et pour moi, la psychanalyse, ça a toujours été comment une psychanalyse peut-elle changer une existence ? Comment peut-elle modifier ce que vous vouliez dire quelque chose? Non, mais je vous écoute. Oui. Allez-y. C'est donc là qui a guidé tout mon périple aussi comme psychanalyste. Et peu à peu, je me suis aperçu, soit en lisant les textes de Freud, soit en voyant les disciples de Lacan agir, qu'il y avait une grande part de suggestion à l'intérieur même de la psychanalyse, et qu'une longue cure produisait des effets de répétition, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, je me suis interrogé. Les effets de répétition qui caractérisent en général d'ailleurs les structures névrotiques. Oui, de sorte que la psychanalyse tomberait elle-même sous le coup finalement de son adversaire, qui est la névrose, deviendrait elle-même névrotique en produisant les effets de répétition qu'elle est censée combattre au départ. Oui, non, c'est peut-être un peu plus complexe et je voudrais défendre la psychanalyse. La psychanalyse produit des effets de répétition pour en dégoûter le patient. Répéter, mais jusqu'au moment où on n'en peut plus de répéter et on trouve une autre solution. Mais puisque vous m'interrogez sur mon lien avec l'hypnose, je me suis aperçu donc que l'hypnose, dans les textes de Freud, on voit ça jusqu'à la fin. Par exemple, en 1923, Freud invite un nommé Paul Gare, un Hongrois, à venir faire des expériences d'hypnose parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Bon, donc ça me paraît fondamental. Et alors, moi, je me suis aperçu donc que l'hypnose était présente dans la psychanalyse, et je me suis dit, allons y voir. Donc, je me suis initié.
Et c'est au cours de cette initiation que je me suis aperçu que c'était peut-être quelque chose qui avait un aspect de suggestion et donc d'enfermement, mais qui avait aussi d'autres aspects bien plus importants qui étaient des aspects d'ouverture. Ce retour à l'hypnose, François Roustan, est également pour vous une certaine façon d'en revenir à Freud. Freud hanté psychanalyse, le Freud, j'allais dire, hanté par la psychanalyse qu'il n'a pas encore formalisée, mais qui est pour l'heure sous l'influence de Charcot, c'est-à-dire le Freud du 19e siècle. Sans aucun doute. Les premiers on textes... n'insiste pas assez d'ailleurs sur l'influence de Charcot sur Freud. Oui, de Charcot et puis aussi de Bernheim, certainement. Et en tout cas, les premiers textes de Freud, ne serait-ce que les études sur l'hystérie, sont faites à partir de l'hypnose. Il y a des textes merveilleux de Freud, guérison par l'hypnose, ou bien d'autres textes de cette époque-là, qui sont tout à fait extraordinaires et qui montrent que Freud pouvait changer la vie de quelqu'un, pouvait guérir quelqu'un, sans en passer par la psychanalyse. C'est tout à fait étonnant. Et ensuite, il a inventé une autre méthode, pour des raisons qu'on pourrait donner, mais qui ne sont un peu au tort du sujet. Alors, cela dit, on va revenir également sur l'ambition thérapeutique et l'efficacité thérapeutique. La question de l'efficacité thérapeutique, qui n'est peut-être pas innocente dans le choix que vous avez fait de passer à l'hypnose. Mais avant cela, François Roustan, vous avez parlé de vitalité, finalement. C'est-à-dire que c'est la vitalité qui vous porte de l'Église à la psychanalyse, et c'est la vitalité qui vous porte de la psychanalyse à l'hypnose. Ce cheminement qui vous fait adhérer de plus en plus, finalement, à la vitalité qui vous porte et qui nous porte tout un chacun, va avec, chez vous, le sentiment que, finalement, l'esprit... En somme, plus vous allez vers la vitalité, plus l'esprit, lui, s'incorpore. Plus l'esprit en revient, finalement, plus la théorie devient une pratique, plus l'esprit se mêle au corps. Donc, est-ce que vous diriez que c'est le même mouvement d'incorporation de l'esprit et de découverte de la vitalité qui nous porte? Oui, tout à fait. C'est fondamental. C'est pourquoi le geste a une importance décisive. En un geste, quand quelqu'un fait un geste total qui intègre toute son existence, il se transforme et il est adéquat à ce qu'il est. Donc il est, en un sens, guéri. On en revient à ce qu'Emmanuel Carrère dit quand il parle de la justesse des gestes. Tout à fait. Est-ce que la justesse des gestes, est-ce que cette justesse, elle est, j'allais dire, spontanée, intuitive, presque comportementale, ou bien est-ce qu'elle correspond à une théorie qu'il s'agirait de mettre en pratique dans les gestes? En somme, qu'est-ce qui détermine la justesse d'un geste? Négativement, ce qui détermine la justesse d'un geste, c'est l'abandon de l'explication, l'abandon de la compréhension, l'abandon de tout effort intellectuel. Ce qui va avec l'incorporation de l'esprit, d'ailleurs. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et positivement, c'est justement la vie de quelqu'un qui devient intelligente. Je vois des gens qui sont passés par un certain travail d'hypnose, ils s'aperçoivent que des portes s'ouvrent dans leur vie, que des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. C'est dans le meilleur des cas. Je fais une parenthèse. C'est évident que ça ne marche pas à tous les coups et qu'il y a des tas de difficultés à vivre cette unité de corps et d'esprit. Est-ce que ces difficultés ne tiennent pas au fait? Vous avez dit tout à l'heure, François Roustan, qu'il fallait se débarrasser des illusions du moi. Oui. En même temps, donc illusions dont il faut conclure, à vous entendre, que la psychanalyse est encore tributaire, puisque la psychanalyse maintient, en somme, la position du sujet, même si elle le brise, même si elle le travaille, même si elle le sous-tend d'inconscient. Il reste un sujet, en somme, dans la psychanalyse. Mais est-ce que le moi ou le sujet n'entretient pas avec la psychanalyse un rapport de ce que j'appellerais d'organe-obstacle, finalement, c'est-à-dire à la fois une condition de possibilité et également une condition de limitation. En somme, peut-être qu'on est toujours prisonnier du moi dans la psychanalyse, mais est-ce qu'en étant prisonnier du moi, on ne se donne pas par là même justement les moyens de travailler sur lui? Oui, certainement des gens ont besoin de passer par là, ne peuvent pas faire de court-circuit, à abandonner immédiatement toutes les illusions. Mais, donc c'est incontestable que ça peut être extrêmement profitable. Mais je pense que dans bien des cas, et chez bien des psychanalystes que je rencontre quelquefois, il y a cette illusion qu'en parlant, on va trouver un sens, on va trouver quelque chose. Je crois que Lacan s'est opposé à ça, certainement.
quand Lacan dit qu'il n'y a que le signifiant, enfin, c'est ambigu parce que à la fois, il dit qu'il ne faut pas donner du sens à ce que, aux paroles de l'analysant, et cependant, quand il institue ça dans le langage, il y a quelque chose qu'on ne comprend plus. Alors on va entendre, tiens, justement, la voix de Jacques Lacan. Jacques Lacan, dont, pour l'auditeur, nous avons déjà parlé hier avec Elisabeth Roudinesco, mais je précise que l'émission que nous enregistrons aujourd'hui, François Roustan, que l'émission qui est donc diffusée ce jeudi a été enregistrée 2 jours plus tôt. En d'autres termes, la conversation que nous l'avons avant la conversation avec Elisabeth Roudinesco, que l'auditeur, lui, aura pourtant entendu la veille. Néanmoins, donc, sans présumer de ce qu'Elisabeth Roudinesco pourrait vous répondre à l'avance, en défense peut-être, de Jacques Lacan, avec qui vous entretenez des rapports finalement de divorcés peut-être, à qui vous reconnaissez l'importance d'être un initiateur et en même temps dont vous contestez en un sens la postérité et sous la forme des lacaniens, des gardiens du temple lacanien. On va entendre tout de suite une conversation de Lacan avec son gendre, Jacques-Alain Miller, dans laquelle Lacan, conversation fameuse d'ailleurs, dans laquelle il explique qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Écoutez. Peut-on dire par exemple que si l'homme veut la femme, il ne l'atteint qu'à échouer dans le champ de la perversion? C'est pourtant ce qui se formule de l'expérience instituée du discours psychanalytique. Et si ça se vérifie, est-ce enseignable à tout le monde, c'est-à-dire scientifique? Puisque la science, c'est comme ça, elle s'est frayé la voie de partir de ce postulat. Je dis donc pas que c'est vérifié. Je dis que c'est enseignable. Et d'autant plus que c'est ce que souhaitait Renan pour l'avenir de la science. C'est qu'il soit absolument sans conséquence. Dans ce cas-là, c'est bien le cas, puisque la femme n'existe pas. Ça, je l'ai dit. Mais qu'elle n'existe pas n'exclut pas qu'on en fasse l'objet de son désir, bien au contraire. D'où le résultat. Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement, et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Elle s'est inscrite au Racing pour y apprendre à nager. Les têtards, tôt ou tard, ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un mastar, un costaud bien baraqué. Mais bourré de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes. Elle a changé de sexe, tout est arrangé.
dérangé, ce qui est assez parisien. François Roustan est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est émouvant, François Roustan, d'entendre la voix de Lacan. On a entendu Boris Vian après, mais la voix de Lacan. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez la voix de Lacan ? Ben, ça me rappelle mes rencontres avec Lacan. Je lui ai rendu visite pendant 3 ans pour ce qu'on appelle supervision. Et ça a été contrôle, pour moi... oui. Pardon ? Un contrôle. Un contrôle, c'est ça. Et ça a été pour moi certainement quelque chose de très joyeux, parce que on était en contact avec Lacan, qui cherchait très souvent à dominer et à s'imposer, mais on pouvait lui rétorquer très facilement les choses les plus incisives, et il marchait. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais blessé de paroles que j'ai pu lui envoyer ou de questions que j'ai pu lui poser. Est-ce que finalement la valeur ajoutée de Lacan sur ses disciples, ce n'est pas que lui avait de l'humour ? Ah, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait quelques-uns qui avaient de l'humour aussi, mais Lacan n'a jamais manqué d'humour. Je me souviens un jour, on s'est retrouvés aux toilettes ensemble, et je dis « Monsieur, vous vous trouvez beau ?» Et il m'a répondu « Il faut bien que je me donne une contenance. » Et il est parti donner une conférence. Donc on pouvait rire avec lui, et le faire rire, même de lui. Mais est-ce que quand il dit « la femme n'existe pas », Lacan fait de l'humour ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose d'ancestral qui parle en lui aussi. Parce qu'à la fois, il y a une couverture très scientifique dans les dires de Lacan, puis il y a tout un arrière-fond culturel qui ressort là, je crois. Quel est l'arrière-fond culturel, en l'occurrence ? C'est l'Occident ? Oui, tout ça. Ce que les féministes, ce que les gens comme Judith Butler ont attaqué, etc., tout en se soumettant à lui. Mais je crois qu'il y a vraiment, pour moi, 2 Lacan. Il y a un Lacan tout à fait un excellent thérapeute qui a sauvé des gens, certainement, et puis un Lacan qui a voulu faire une science, et là, moi, je n'ai pas pu le suivre, parce que ça me semblait tout à fait en dehors de la pratique, et puis une construction qui est très contestable. Lors de la fondation de l'école freudienne en 1964, pour rassembler autour de lui tous ceux qui pouvaient lui être utiles, il avait usé de ses talents de grand politique qu'il combinait savamment avec les ressources que lui fournissait la psychanalyse. Il savait inventer pour chacun la tactique qu'il pensait être la mieux adaptée à son cas. Un psychanalyste, par exemple, qui avait alors une position importante dans une province éloignée, hésitait à choisir son camp. Il fut l'objet de nombreuses sollicitations de la part de Lacan, qui lui faisait connaître ses soucis, lui demandait conseil, le flattait à l'occasion et lui laissait entrevoir le rôle qu'il allait pouvoir jouer dans la nouvelle organisation. Bref, il le considérait comme un père. Mais lorsque ce psychanalyste eut enfin accompli le bon choix, il se retrouva sur une scène fort différente. Lacan le convoqua impérativement et exigea qu'il vienne à Paris toutes les semaines pour entreprendre avec lui un contrôle. On ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Ça, c'est dans un chapitre intitulé « Pourquoi l'avons-nous suivi si longtemps ?» et dans un livre sur Lacan qui s'appelle « De l'équivoque à l'impasse ». Vous êtes sans pitié malgré tout avec Lacan, François Roustan. Oui, mais je l'ai été oralement avec lui aussi, à plusieurs reprises, et ça s'est très bien passé. Je crois que, par exemple, quand j'ai sorti Un destin si funeste, il a plutôt fait lire, il a plutôt conseillé à ses disciples de le lire. Quand je lui ai présenté le premier chapitre, il m'a dit, évidemment, ça ne déborde pas de respect, mais je vais le publier dans ma revue. Donc vraiment, c'était toujours... quand on tapait juste, il acceptait. Est-ce que quand Lacan explique que les psychanalyses, comme il dit lui-même, en savent un rayon, mais ne savent pas tout ce qu'ils savent, quand Lacan dit cette phrase-là, est-ce qu'il ne parle pas en philosophe, finalement, qui considère que la philosophie consiste également, en son principe, à faire accoucher quelqu'un de ce qu'il porte en lui et qu'il ignore porter en lui? Et deuxièmement, est-ce qu'une telle phrase, une telle sentence, une telle position, finalement, n'invite pas éventuellement certains de ses disciples à se tourner vers l'hypnose pour les mêmes motifs, c'est-à-dire pour aider les gens à découvrir ce qu'ils sont ou ce qu'ils portent en eux? Je ne pense pas que Lacan a invité des gens à pratiquer l'hypnose. Non, qu'il ne l'ait pas fait lui-même en tant que tel, mais qu'en revanche, il est peut-être éveillé en quelqu'un comme vous, par exemple, l'idée de se tourner vers l'hypnose. Est-ce que c'est possible, ça? Je ne pense pas. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que Lacan explicitement était férocement opposé à l'hypnose. Alors que je pense que c'était un séducteur, et en ce sens-là, peut-être au sens le plus banal du mot, un hypnotiseur.
quand il tenait sous son charme 300 ou 400 personnes dans un amphithéâtre comble, des gens qui ne comprenaient pas la moitié ou même le dixième de ce qui pouvait avancer, c'était quand même quelque chose de cet ordre-là qui était en jeu. Mais c'était peut-être pas le plus intéressant de Lacan. En tout cas, c'était le plus théâtral. Ah oui, c'était vraiment... Il arrivait à tenir justement en haleine, phrase par phrase ou mot par mot. Jamais j'ai vu ça, enfin, ailleurs, certainement. On va entendre la parole d'un autre grand séducteur, justement, sur Jacques Lacan, et qui raconte comment il a voulu ne pas être dupe de l'entreprise de séduction de Jacques Lacan. C'est un autre Jacques, c'est Derrida, écoutez. Je n'imagine pas que quelqu'un qui était engagé comme il l'a été, avec une passion, non seulement du signifiant, comme il dit, mais de la vérité, au sens où il se sert de ce mot-là, qu'une telle passion de la vérité, là où le sens même du mot vérité était si difficile à faire entendre, hein, je n'imagine pas qu'une telle personne peut vivre autrement que tragiquement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à résister à toute réponse agressive à Lacan. Parce que je pensais que, je n'oserais pas dire comme moi, mais je pensais que cet homme avait une responsabilité tragique à assumer, ou la responsabilité d'une tragédie à assumer, et que quelle que soit sa parade, son paraître, son apparat, etc., les scènes qu'il faisait, il devait y avoir de la blessure secrète là, et je l'ai senti, je l'ai pressenti en tout cas, et je l'ai respecté. Le grand plaisir de se poser des questions, de se poser d'autres questions que l'on ne se pose pas d'ordinaire, que l'on n'ose pas se poser car il faudrait douter de grands auteurs ou de maîtres qui nous ont précédés, mais surtout le plus grand plaisir encore de ne pas trouver de réponse aux questions que l'on se pose, ou que l'on pose à plus intelligent et plus savant que soi, car s'ouvre alors le grand espace bouillonnant de la vanité des réponses, territoire toujours vierge, toujours accueillant, toujours paisible, où l'on peut sommeiller ou dormir, attendant le réveil somptueux de quelques rêves. François Roustan est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à la psychanalyse. C'est d'un psychanalyste dissident que nous parlons aujourd'hui, puisque François Roustan a été psychanalyste avant de verser, si j'ose dire, dans l'hypnose. François Roustan, je viens de lire quelques lignes qui sont au début d'un volume que vous avez fait paraître, Feuilles oubliées, Feuilles retrouvées, dans lesquelles vous parlez du grand espace bouillonnant de la vanité des réponses. Quel est cet espace ? C'est l'espace que l'on trouve quand on laisse venir n'importe où et n'importe quoi. Quand on n'a plus de visée, quand on ne cherche plus et que l'on attend l'on attend d'être trouvé, que l'on attend de laisser venir. Mais est-ce que ça n'est pas précisément ce que fait un analysant quand il s'allonge sur le divan, ça ? C'est exactement ce que doit faire ou ce que devrait faire un analysant, ce qu'il fait, et s'il le fait, la psychanalyse ne durera pas longtemps. Parce que à ce moment-là, tout va s'ouvrir en lui sans retenue. Et c'est Perrier qui disait, au fond, au cours de quelques années de psychanalyse, on a un quart d'heure ou une demi-heure de liberté de parole. Mais si jamais on lâche vraiment la parole, au sens où on ne sait plus du tout ce que l'on dit, à ce moment-là, c'est vraiment des torrents de vie qui s'ouvrent. En somme, une parole libre est une parole sans gouvernail. C'est ça, une parole sans gouvernail. Une parole qui ne peut plus être contrôlée d'aucune façon et qui n'a pas de sens. Qui est une parole folle.
Je pense que l'état hypnotique a quelque chose à voir justement avec une folie expérimentale. Et en ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Mais François Roustan, est-ce par une critique des insuffisances de la psychanalyse, encore engoncée dans les illusions du moi, ou est-ce tout simplement au nom du fait que l'hypnose parachevait l'ambition psychanalytique que vous êtes passé de l'une à l'autre? D'abord, c'était ça. D'abord, c'était l'hypnose permettait une ouverture bien plus grande et je ne mettais pas du tout en question la nécessité de comprendre ou de donner un sens aux choses. Donc vous pouviez concilier les deux? Je pouvais concilier les deux. Et puis, peu à peu, c'est paru impossible. Impossible parce que c'était tellement plus simple, mais aussi plus violent, de pouvoir immédiatement aborder les choses. Le travail du thérapeute en hypnose, il est double. Il est d'une part de permettre à la personne d'entrer dans une détente totale, de telle sorte qu'elle accepte de laisser venir tout et n'importe quoi. En ce sens-là, on pourrait dire que c'est la même chose que la psychanalyse. Mais tout et n'importe quoi, ça n'est pas tout et n'importe quoi en langage. Tout et n'importe quoi à travers le silence. Et puis l'autre aspect du rôle du thérapeute, c'est de pointer le nœud, s'il a un peu d'art, de pointer le nœud dans lequel une personne ou par lequel une personne est enfermée ou est bloquée. C'est ces deux éléments-là, à la fois une ouverture la plus totale possible et en même temps une indication d'un lieu qui doit sauter, d'un nœud qui doit être défait. Mais que ce soit la psychanalyse ou l'hypnose, le nœud ne se dénoue pas par l'intelligence. Ne se dénoue pas par l'intelligence? Non, pas du tout. Et de fait, c'est vrai, ça. Aucune intelligence ne résout ce genre de problème. Aucune intelligence ne résout, si ce n'est l'intelligence du corps, ce qui est d'une autre sorte d'intelligence. Et c'est vrai, donc c'est vrai aussi en psychanalyse, ça a été mon expérience. C'est bien l'intelligence du corps qui a fait que les superstructures auxquelles j'étais soumise ont disparu. Et ce que vous appelez les superstructures, c'est les théories non falsifiables, comme une psychanalyse orthodoxe, par exemple? Oui, et puis ça peut être, ça peut être ça, mais ça peut être aussi toutes les croyances implicites auxquelles on est soumis dans une société. C'est le nombre de choses auxquelles on croit ou auxquelles on se soumet sans même s'en apercevoir, c'est considérable. Il n'y a pas de possibilité souvent de remettre en question tout ça. Mais donc, ce qui me paraît fondamental, c'est cette possibilité d'ouverture sans limite, de telle sorte que puisse surgir la solution qui va modifier une existence. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'optimisme dans cette démarche, à considérer qu'au fond, l'ouverture est gage ou promesse de bonheur, comme dirait Stendhal, ou promesse de solution? Un formidable optimisme. Je citais la phrase de Wittgenstein tout à l'heure. Asseyez-vous, pensez là où vous pouvez vous installer confortablement, le problème sera résolu de lui-même. L'optimisme, il est très simple. Installez-vous là où vous êtes, prenez la place qui est la vôtre dans votre existence et les problèmes seront résolus. Et figurez-vous que une fois ou l'autre, c'est ce qui se passe. Et quelquefois, justement, des bouleversements dans l'existence. Parce que un instant, se mettre à la place que l'on a dans l'existence et prendre la position corporelle qui nécessite ça, ça fait des effets extraordinaires. Quand vous dites prendre la position corporelle, François Roustan, on a le sentiment que vous sortez donc radicalement, résolument de l'alternative du corps et de l'esprit. Cette alternative, originellement, c'est Descartes, même avant lui peut-être Platon, mais disons Descartes, qui pose la question, c'est une question qu'on se pose toute cette semaine, la question de savoir comment l'esprit, qui est comme un capitaine dans son navire, quand il gouverne le corps chez Descartes, comment l'esprit peut agir sur le corps qui pourtant se distingue de lui en nature. Et on peut se demander donc à cet égard si la psychanalyse ne prolonge pas, ne contredit pas l'ambition cartésienne en parlant d'inconscient là où Descartes mettait la conscience, mais en même
même temps ne prolonge pas l'intention cartésienne de résoudre finalement la dissociation du corps et de l'esprit, de penser la possibilité d'une interaction. Mais est-ce que ce faisant, la psychanalyse ne reste pas justement tributaire du vocabulaire cartésien dont il s'agirait de se défaire complètement? Bon, aujourd'hui, je n'aime pas trop critiquer la psychanalyse, mais je pense qu'il y a là un problème crucial. Je vous citerai la phrase de Freud, « Wo es war, soll ich werden ?» où je ne sais même plus le traduire, là où c'était, je dois advenir. Et moi, je pense que toute mon expérience d'hypnothérapeute me fait dire le contraire. Là où je étais, ça doit advenir. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut résoudre. Mais si ça n'est pas le sujet qu'on retrouve au bout du chemin. Non, ce n'est pas le sujet, c'est simplement c'est l'animal humain que l'on retrouve. C'est pas autre chose. L'animal humain qui va savoir spontanément se situer dans l'existence. Qu'en est-il dans ces conditions de la peur de mourir, qui est une invention du sujet? Oui, on n'a pas peur de mourir. La peur de mourir disparaît. C'est quelque chose qui advient. Pensons à Socrate, ça lui est arrivé. Et je pense que de fait, c'est une question tout à fait fondamentale. Au lieu d'être, comme le veut la tradition occidentale, être quelqu'un qui se met en face de la mort et qui va juger sa vie en face de la mort au moment de mourir, qui va pouvoir dire la vérité, c'est de la blague tout ça. Enfin, je considère que ça n'a aucun intérêt. La mort, ça fait partie de l'existence, elle nous touche par les plus proches, elle va nous atteindre nous-mêmes. Quelle importance! Comme si ma vie à moi avait de l'intérêt. C'est ça qu'il faut... Si j'ai peur de la mort, c'est que je suppose que ma vie à moi a de l'intérêt. Ou que la vie s'arrête avec la mienne. Ou encore plus grossier. Enfin, la vie ne s'arrête pas avec la mienne. Mais en tout cas, la mienne n'a aucune importance et aucun intérêt. C'est à ça qu'on aboutit, si on entre justement dans cette gestuelle de l'existence. Mais c'est Socrate qui, dans le Phédon, interprète le chant du cygne comme un chant de joie. Expliquant d'ailleurs lui-même dans le Phédon, au début du Phédon, fait de la musique, sous l'injonction de la muse, qui lui dit de faire de la musique. Mais si Socrate, tout au long de sa vie, François Roustan, élabore une philosophie dont on peut considérer qu'elle est un apprentissage de la mort, c'est aussi parce que, aux yeux de Socrate, apprendre à mourir, c'est détacher en permanence l'esprit du corps. C'est cesser de soumettre l'esprit aux contingences du corps, de sorte que la mort viendrait parachever le mouvement entrepris par la philosophie tout au long de la vie, et que le Phédon, qui est le moment où Socrate meurt, le dialogue dans lequel Socrate meurt, est un dialogue qui viendrait clore le mouvement par lequel Socrate a toute sa vie essayé de se débarrasser de son corps au profit de son esprit. Or, c'est exactement la démarche inverse qui, chez vous, débouche sur la disparition de la peur de mourir. Absolument, absolument, c'est tout à fait inverse. C'est-à-dire que la mort arrive, mais on peut aspirer à la mort, mais aspirer à la vie aussi, et de la même façon. Et c'est tout aussi important. Et je crois que justement, c'est un débat à propos de Socrate. Le débat, c'est qu'on croit que Socrate se détache du corps. Ça, à mon avis, c'est une invention de Platon. Il ne se détache jamais de son corps. Il accepte le fait de la mort. C'est tout à fait différent. De même que si les gouvernants l'avaient autorisé à s'en aller, il serait parti. C'est-à-dire que... Le mythe d'un Socrate qui refuse de s'évader et qui préfère subir une loi qu'il sait injuste vous semble une invention de Platon. Mais enfin, c'est pas une invention de Platon, mais il est condamné. Il a 70 ans. Et il explique justement qu'à partir de cet âge-là, on ne peut que entrer en décrépitude. On lui propose une euthanasie légale. Il dit d'accord. Et tout homme de 70 ans devrait penser de la même façon. C'est du moins mon avis. C'est-à-dire qu'il y a, vous vous souvenez de l'histoire de l'homme qui conduit sa mère, qui a 70 ans, dans la montagne, et c'est un film japonais, je ne me souviens plus du titre. Donc, parce que il est temps de s'arrêter. Non, mais pour revenir à Socrate, je crois que là, vraiment, il y a un choix fondamental. Ou bien on pense que Socrate est un champion du contrôle de soi, ou bien on pense que Socrate n'en a rien à faire de ça, qu'il prend les choses de chaque jour comme il vient. Il y a une phrase qui est citée par Cicéron, Socrate
avait le même visage quand il rentrait chez lui ou quand il en sortait. C'est la même chose. C'est-à-dire, il est tout aussi apte à adhérer à une chose qu'à une autre. C'est-à-dire qu'on est Ce qui tout n'est à fait donc pas au-delà une forme d'impassibilité, c'est le contraire. Pas du tout, pas du tout. Il ne s'agit pas ici d'indifférence au monde, il s'agit au contraire d'en jouir. Pas du tout. On jouit d'entrer chez soi, on jouit de sortir de chez soi. C'est-à-dire, c'est tout le contraire. On est au-delà du bien et du mal. Il n'est plus question de choisir entre le bien et le mal. C'est plus ça la question. La question c'est de pouvoir être comme un danseur qui prend l'espace dans tous les sens et selon la musique. Mais François Roustan, on a pu dire à juste titre que Platon avait platonisé Socrate. Est-ce que vous n'avez pas tendance à le nietzschéiser un peu en expliquant que c'est un danseur au-delà du bien et du mal? C'est très vraisemblable. Je ne peux pas croire que je n'ai pas tordu Socrate à ma manière. Mais ce que je peux dire, c'est que j'apporte de nombreux textes et que je demande aux hellénistes qui ne veulent pas entendre parler de ça, je demande de contredire ce que je fais, de contredire mes interprétations. En termes strictement philologiques, vous contestez dans votre livre « Le secret de Socrate pour changer la vie », qui est paru chez Odile Jacob, vous contestez le fait que Socrate ait dit « connais-toi toi-même ». Bon. Oui. Mais j'allais vous dire, pardon, on s'en fout que Socrate l'ait dit ou pas. Ce qui est important ici, c'est de savoir ce que celui qui, que ce soit Emmanuel, Jean-Paul ou Stéphane Socrate, si vous voulez, peu importe, celui qui l'a dit. L'essentiel est de savoir ce qu'il faut entendre derrière l'injonction qui consiste à se connaître soi-même. Est-ce que on peut faire de cette phrase une invitation à l'introspection ou bien, comme c'est plutôt le cas chez Platon, une invitation à connaître sa place dans le monde et son inscription dans le monde? Tout à fait. Et c'est le sens qu'a cette formule. Si elle n'est pas de Socrate, elle est de fait courante du temps de Socrate et inscrite dans le temple de Delphes avec une autre, Médénagan, c'est-à-dire rien de trop. Rien de trop. La signification de cette phrase, c'est pas du tout connais-toi toi-même, c'est-à-dire fais de l'introspection, mais ne dépasse pas tes limites. Mesure ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Ce qui politiquement est l'alibi d'un conservatisme forcené. Oui, mais les Grecs ne craignaient pas ça, au moins tous. En particulier Platon, d'ailleurs. Oui. Platon était politiquement quand même tout à fait correct. Mais revenons-en à ce que vous dites dans l'hypnose, François Roustan, de cet abandon qui détermine l'hypnose. Y a-t-il encore, ne serait-ce d'ailleurs que dans l'intention qui préside ou qui détermine celui qui vient vous voir, par exemple, pour faire une séance d'hypnose, il y a bien encore chez celui qui vient vous voir une intention, une volonté, l'ambition d'accomplir une démarche avec des résultats. En somme, que reste-t-il du contrôle dans cet abandon? Rien du tout. Vous voulez dire que même l'intention est dissoute dans l'expérience elle-même? Si quelqu'un a l'intention de guérir, il ne guérira jamais. Si j'ai l'intention de changer ma vie, elle ne changera jamais. Nous sommes séparés de la guérison par l'intention que nous avons de guérir. Absolument. L'intention doit disparaître dans l'action. Et c'est ça qui est justement très difficile. C'est vous venez me voir, je n'ai rien à vous dire, je ne peux rien pour vous, je ne ferai rien pour vous. J'ai dit ça l'autre jour à quelqu'un qui est très gravement atteint. Je dis, non seulement je ne peux pas faire quelque chose pour vous, mais je ne veux en aucun cas faire quelque chose pour vous. Alors, ça peut commencer. Mais est-ce que vous-même, François Roustan, en choisissant l'hypnose, ne l'avez pas choisi également au nom du fait que thérapeutiquement, c'était plus efficace? Certainement. Mais est-ce que de ce point de vue, ça n'est pas contradictoire avec le fait de dire que quelqu'un doit renoncer à l'intention de guérir pour venir vous voir? C'est une contradiction qu'on a souvent balancée. Mais non, il n'y a pas de je vous la propose, je ne vous la balance pas, allez-y. Oui. Merci. Non, mais c'est très facile de lever le paradoxe, ce n'est pas au même niveau logique. Je suis thérapeute, donc si je suis là, c'est parce que je veux que des gens soient aidés dans leur existence, mais pour cela, il me faut renoncer à toute intention, y compris celle de faire quelque bien que ce soit. Donc c'est pas au même niveau. Je m'installe là, mais en me débarrassant, et si bien que quand quelqu'un me dit « ça va mieux » ou quelqu'un me dit « ça va plus mal », pour moi, c'est la même chose. Parce que je ne suis pas pris dans cette alternative.
C'est très facile de le faire, c'est très difficile de le comprendre. Et c'est peut-être très difficile aussi de le faire parce que quand on veut guérir, alors on se précipite sur les moyens. Or, il n'y a pas de moyens. Il y a simplement la possibilité d'attendre. François Roustan, quand on regarde les DVD Être Psy, donc la collection des 14 DVD, le DVD où vous êtes, on vous voit, c'est passionnant, franchement, il n'y a pas d'effort à faire, on vous voit à 25 ans d'intervalle, oui. En 83 et en 2007, comme Izzy Bellair d'ailleurs, qu'on recevait mardi dernier. On vous voit à 25 ans d'intervalle, on vous reconnaît. On vous reconnaît, vous vous ressemblez, vous aviez plus de cheveux il y a 25 ans, mais vous étiez plus jeune, pas beaucoup plus, mais quelques-uns quand même, vous étiez plus jeune, il y a quelques différences et pourtant on vous reconnaît. On a, par-delà ces différences, le sentiment d'une identité qui permane, qui demeure. Or, on a le sentiment à vous entendre que s'il y a bien une catégorie que vous avez abjurée, c'est la catégorie d'identité. Comment réagissez-vous au fait même, d'ailleurs, qu'on mette votre nom sous ces deux entretiens et que ce soit, en un sens, aux yeux du spectateur, la même personne qui parle? J'ai à la fois l'impression d'être le même et en même temps d'avoir laissé tomber une multitude de choses. C'est plutôt la même personne, mais avec un dépouillement de plus en plus complet. Mais que signifie le fait de dire « je suis la même personne » ? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans encore le maintien, la persistance d'une illusion du moi Certainement, si je m'attardais à ça, certainement. C'est vous qui me rappelez cette chose. Je ne me suis pas intéressé. Non seulement je n'ai pas revu... Ah, vous n'avez pas revu ça? Non, je suis incapable. Après des entretiens à la télé ou à la radio, on me donne une disquette, jamais je n'ai pu revoir quoi que ce soit. Voilà. Et il y a des gens qui veulent que je revoie ça pour faire une synthèse. Mais non, j'ai horreur de ça. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et puis demain un petit peu plus. Vous connaissez la phrase de Sartre, hein, le passé c'est un luxe de propriétaire. Hein. Oui, et puis Chirac dit, le passé m'emmerde. J'ai tout à fait son avis. D'où vient chez vous cette dilection, cette affection que vous portez au plus systématique, j'allais dire identitaire, métaphysique en un sens des philosophes, qui est Hegel? Ah, mais ça, c'est un mystère, pardon. Hein. Quand on connaît peu vos textes, je veux dire et qu'on a donc quelques idées reçues, on est étonné d'une telle présence dans votre travail. Parce qu'il n'y a pas d'esprit plus souple qui s'adapte, qui adopte ou qui s'adapte ou qui colle à toute chose qui passe et qui le situe. Mais pourtant, c'est le penseur de la lecture rétrospective du monde. C'est le penseur qui, regardant tout ce qui a été, lui donne un sens rétroactivement. C'est celui qui regarde ses émissions. Je suis sûr que Hegel s'écoutait à la radio. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, par exemple, si je lis ce qu'il dit du magnétisme animal, qui est très proche justement d'une vraie conception de l'hypnose, il a mis le doigt sur des choses essentielles comme personne ne l'a fait. Aucun thérapeute, ni dans le passé, ni dans le présent, n'a vraiment mis le doigt sur des choses essentielles. C'est-à-dire que chaque chose est située sans être écrasée. Et ça, c'est unique, à mon avis, dans l'histoire de la philosophie. Quelques mesures de Keith Jarrett pour clore cette émission avec vous, François Roustan. Keith Jarrett, c'est une suggestion de Romain Villet qui a travaillé sur cette émission, donc pour les besoins de cette émission, et qui me proposait, en musicien qu'il est, tout simplement de faire entendre quelqu'un qui est à la fois possédé tout en étant en état de contrôler ce qu'il fait. C'est Keith Jarrett. Ce serait trop long, François Roustan, de citer tous les ouvrages que vous avez écrits. Je renvoie l'auditeur à notre site internet pour toutes les informations bibliographiques dont il aura besoin. Je rappelle quand même le Lacan, de l'équivoque à l'impasse, ainsi que le secret de Socrate pour changer la vie. Ça, c'est chez Odile Jacob. Et le Lacan, c'est chez Payot, dans la petite bibliothèque.
Je rappelle aussi les 14 DVD Être Psy, c'est les éditions Montparnasse qui vous proposent ça, c'est un beau cadeau à faire. Et puis à 10h50 sur France Culture, on retrouve Adèle Van Rett pour le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. On quitte le terrain de l'abandon du moi pour en revenir au concept, au sujet et à la science. Exactement, le concept, le sujet et la science de Cavaillès, Canguilhem et Foucault, c'est le titre d'un recueil de textes qui a été coordonné par Pierre Casounoguès et Pascal Gillot. Et c'est Pierre Casounoguès qui est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors ce volume réunit 13 contributions de spécialistes français et étrangers sur la question du partage dans l'histoire de la philosophie entre d'un côté la philosophie du concept, de la rationalité, du savoir, avec des philosophes tels que Cavaillès, Bachelard et Canguilhem, et de l'autre côté, la philosophie qu'on appelle de la conscience, ou du sujet, ou encore de l'expérience. Et on trouve de ce côté-ci Sartre et Merleau-Ponty. Alors, Pierre Casounoguès, que signifie cette opposition entre philosophie du concept et philosophie du sujet? Qu'est-ce qu'il y a en jeu? Alors, les enjeux sont, il faut le dire, sont multiples. Et on a avant tout affaire à un partage polémique et pratiquement politique qui traverse la philosophie en France essentiellement dans les années 60 et 70. Alors c'est un partage qui se dessine en plusieurs étapes, dont on voit la naissance dans les textes de Cavaillès, dans les textes de Canguilhem à propos de Cavaillès et dans un texte de Foucault sur Canguilhem. Donc un partage qui se dessine avec différentes étapes, qui a traversé la philosophie en France et qui, d'une certaine façon, pourrait permettre de définir une certaine tradition philosophique en France. À savoir, si vous voulez, l'opposition entre le concept et la conscience n'aurait pas de sens dans le cadre, par exemple, de l'idéalisme allemand. Si on est hegelien, il n'y a pas de sens à opposer le concept et la conscience. Elle ne serait pas non plus prégnante dans ce qu'on appelle la philosophie analytique. D'une certaine façon, il y a une tradition philosophique en France qui pourrait être, disons, qui irait de Brunswick à Foucault et des auteurs contemporains comme Alain Badiou ou Jean-Michel Salanskis, une tradition qui pourrait se définir comme s'étant vue partagée par cette opposition entre concept et conscience. Alors qu'est-ce qu'on oppose exactement quand on oppose concept d'un côté et conscience de l'autre? Alors, il est difficile de répondre à cette question sans revenir aux auteurs qui ont d'abord opposé concept et conscience, je veux dire Cavaillès, Canguilhem, Foucault. Parce qu'il n'est pas sûr qu'il existe une définition univoque, précise, de ce qu'est la philosophie de la conscience la philosophie du concept qui s'appliquerait à chacun des auteurs concernés. Sans doute, philosophie de la conscience et philosophie du concept se définissent l'un par rapport à l'autre. Les deux termes de l'opposition se définissent dans cette opposition. Disons, pour dire vite, que l'enjeu pour les tenants d'une philosophie du concept n'est certainement pas, au moins, d'abandonner la question du sujet. Il s'agit plutôt de décentrer le sujet et, au lieu d'analyser les savoirs à partir d'un sujet supposé premier, comme c'est le cas dans la phénoménologie husserlienne, plutôt de partir d'une analyse des savoirs pour repenser la question du sujet. Donc il s'agit aussi de se défaire de l'héritage du moi cartésien, de l'ego cartésien. Oui, dans une certaine mesure, et non sans ambiguïté. Je pense que dans le texte de Foucault, il s'agit essentiellement de se positionner, si l'on veut, par rapport à la phénoménologie de Husserl. Et justement, dans le texte de Foucault de 1985, Foucault trace cette ligne de partage à partir de deux interprétations différentes de Husserl. Bon, je ne veux pas forcément entrer dans les détails, mais on trouverait du côté des philosophes du concept, et
qui regroupe au moins dans l'esprit de Canguilhem le structuralisme, on trouverait des auteurs qui accepteraient un certain héritage cartésien. En tout cas, oui, repenser la notion de sujet à partir d'une analyse des savoirs. À partir d'une analyse des savoirs, donc en un sens décentrer le sujet. Donc ça veut dire que l'opposition entre concept et conscience, entre philosophie du concept et philosophie de la conscience, est un peu la même que celle que Canguilhem fait entre structuralisme et existentialisme. Oui, alors pour Canguilhem, les articles de Canguilhem sur Cavaillès ont effectivement pour but de défendre ce qu'on a appelé le structuralisme contre des critiques existentialistes. Canguilhem utilise, c'est peut-être fort, mais s'appuie, disons, sur la figure de Cavaillès, à la fois Cavaillès philosophe et, comme on le sait, Cavaillès résistant, qui meurt, qui est fusillé par les nazis, utilise donc cette figure pour défendre le structuralisme contre un argument existentialiste, disons, qui serait que le structuralisme, en défaisant un peu le sujet, rendrait impossible une conduite morale, disons. Et Canguilhem s'appuie donc sur cette figure de Cavaillès pour montrer que l'on peut avoir une philosophie sans sujet. C'est comme cela que Canguilhem décrit la philosophie de Cavaillès, et avoir une conduite exemplaire durant les années d'occupation. Oui, il faut bien insister sur le fait que concept et conscience ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Chez Canguilhem, par exemple, dans le normal et le pathologique, il y a une grande place qui est accordée à l'expérience du sujet. Et pourtant, lui, il se situe plutôt du côté du philosophe du concept. Oui, tout à fait. Il n'est jamais question, ni pour Cavaillès, ni pour Canguilhem, ni pour Foucault, d'abandonner la catégorie de sujet. Il s'agit de se déprendre d'une conception héritée de la philosophie classique, plutôt de la conscience. Le cas est très net chez Cavaillès. Cavaillès, lui, c'est le seul à donner une définition des philosophies de la conscience, qu'il définit par une propriété d'auto-illumination intérieure, de transparence à soi, et il essaye d'analyser le devenir mathématique indépendamment de cette idée de conscience pour revenir, après cette analyse du devenir mathématique, sur la question du sujet. Justement, vous mentionnez les mathématiques, puisque je rappelle que le titre de cet ouvrage, c'est le concept, le sujet et la science. On n'a pas eu le temps d'aborder vraiment le rapport du concept et du sujet avec la science, mais je renvoie donc l'auditeur à ce livre. Ça paraît aux éditions Vrin. Et je rappelle aussi que vous publiez 2 ouvrages, La ville aux 2 lumières et L'hiver des Faltram, aux éditions MF, qui sortent en ce moment. C'est noté, merci Adèle. Et dans les librairies, qu'avez-vous trouvé ? Alors, les éditions Klingsik publient la correspondance entre le philosophe Théodore Adorno et le romancier Thomas Mann, entre 1943 et 1955. Alors, c'est autour de la musique que se noue la relation entre les 2 hommes à l'occasion de la rédaction du Docteur Faustus, qui conduit le romancier à faire appel à Théodore Adorno, alors non pas en tant que philosophe, mais en tant ancien élève en tout cas de Schoenberg et de Berg, pour qu'il lui apporte ses lumières sur la musique moderne. Alors, au-delà de la musique et de la place proprement métaphysique qu'elle tient dans l'univers spirituel des 2 hommes, c'est surtout la culture allemande et le destin de l'Allemagne qui sont au cœur de cette correspondance, notamment où, une fois que le nazisme a été vaincu, il faut choisir entre le retour et un exil définitif. Donc entre Adorno, le sociologue marxiste, et Thomas Mann, l'héritier littéraire de la tradition humaniste, les désaccords sont nombreux, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette lecture, de cette correspondance, qui paraît donc aux éditions Klingsik. Merci Adèle, un grand merci. Aderno, ce sera donc le lapsus du jour, de la psychanalyse à l'hypnose, du concept à l'abandon du moi, de Socrate à Foucault et François Roustan. C'était les sujets du jour dans Les Nouveaux Chemins. Les Nouveaux Chemins que vous retrouverez à loisir sur Internet, où vous pouvez télécharger toutes les émissions de la semaine et retrouver en ligne la bibliographie complète de nos invités. Un merci tout particulier aujourd'hui à Romain Villet pour un gros travail préparatoire à l'émission d'aujourd'hui. Romain Villet, notre stagiaire philosophe et pianiste, avec qui c'est un plaisir de travailler. À demain de 10h à 11h pour la suite et la fin de cette semaine sur la psychanalyse. Les Nouveaux Chemins de la Connaissance accueilleront JB Pontalis, l'écrivain psychanalyste aimable JB Pontalis. France Culture, 10h59 dans un instant, question d'époque.